Je crois que nous allons pouvoir commencer, et à l'heure, ce qui est une bonne nouvelle, parce que nous avons une journée extrêmement riche devant nous. Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Secrétaire général de l'OCDE, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, mes chers amis, les États de la France inaugurent ce matin leur 7e édition. 7 comme les 7 années de vaches maigres, comme dans le rêve du pharaon d'Égypte, ou bien 7 comme le 7e jour de la création, celui du repos accordé par Dieu. Poser la question dans ces termes, c'est déjà partiellement y répondre. La France s'appauvrit, son génie créatif est fatigué, mais moins que jamais, le pays n'a le droit au repos. Aux 7 années de pénurie succéderont-elles 7 années de vaches maigres, vérifiant la prophétie biblique, même formulée d'une manière moins symbolique, plus concrète? Cette interrogation sera au cœur de nos débats tout au long de la journée. C'est vrai, le film de l'année qui vient de s'écouler ne crée pas particulièrement les conditions de l'espérance. La France s'est donné un nouveau chef de l'État, mais la popularité de ce dernier, fait sans précédent, s'est immédiatement effondrée. Dans le camp d'en face, la droite républicaine semble au bord de l'implosion, peut-être, et la droite extrême se frotte les mains, sûrement. La note de la dette financière française a été dégradée en 2 occasions, et elle pourrait l'être encore dans les prochains mois. Le nouveau gouvernement s'est rangé à la discipline budgétaire européenne. Il vient de donner un tour de vis fiscal sans précédent, mais il y a peu d'experts pour penser que son objectif de ramener le déficit public dans la limite des 3% sera atteint en 2013. Le Made in France continue de perdre des points et le chômage a augmenté de plus de 300 000 personnes en plus de 12 mois. Le pouvoir a confié la réforme du marché du travail à des partenaires sociaux exténués, dont les leaders auront tous changé, ou à peu près, en 2 ans. Au plan international, les choses ne vont guère mieux. L'Europe tient l'euro à bout de bras, mais semble incapable d'imaginer un scénario de renaissance durable. À peine éteint les lampions de sa réélection, Barack Obama doit affronter la fameuse falaise fiscale, d'où il n'évitera la chute qu'en saisissant la main secourable qui est loin de lui être acquis de ses chers ennemis républicains. Le printemps arabe, crise syrienne et regain de tension israélo-palestinienne oblige prend des couleurs crépusculaires. L'équipe au pouvoir à Pékin vient d'être quasi entièrement changée, mais les interrogations sur le modèle du capitalisme autoritaire et sur la solidité de la croissance qui en découle restent entières. Oui, dans ces conditions, qui s'étonnera que la confiance de nos concitoyens soit au plus bas? Et pourtant, il ne peut être question de s'en tenir à ces sombres constats. Fidèles à leur tradition et à ce fameux franc-optimisme qui les anime depuis l'origine, les États de la France, cette année encore, ont l'ambition de dessiner les scénarios qui, dès 2013 et au-delà, redonneraient à l'espoir toutes ses chances. Quelles forces, visibles ou souterraines, sont à l'œuvre qui permettront de sortir du chaos dans lequel la France, l'Europe, le monde semblent plongés? Si, comme il est désormais admis, la crise que doit affronter la planète n'est pas une crise classique, mais une mutation, quel chemin cette mutation doit-elle emprunter et combien de temps prendra-t-elle pour advenir? La France ne détient pas seule, loin s'en faut,
les réponses à toutes ces questions, mais en tout cas, elle doit les instruire et contribuer et à y porter ses réponses si elle veut conserver la maîtrise, fût-elle partagée, de son destin. Comment concilier compétitivité et équité? C'est en ces termes qu'il nous a semblé que se résumaient la plupart des dilemmes qui agitent le débat politique, économique et social. En France, c'est une évidence. Le rapport gallois et ses suites incertaines en témoignent. Mais aussi, dans le monde, comme l'illustrent deux exemples aussi différents que celui de la Chine et des États-Unis, eux aussi agités par ce débat sur la justice et l'efficacité. C'est pourquoi nous essaierons d'inscrire nos discussions dans ce cahier des charges, sans nous interdire évidemment de nous en évader quand la nécessité ou l'envie s'en fera sentir. En deux mots, je vous présente les rendez-vous particulièrement riches, variés, qui jalonneront notre journée et permettront de répondre, je l'espère, à cette question. Premièrement, c'est une tradition, les 4 tables rondes consacrées ce matin à la conjoncture économique et à la conjoncture sociale, cet après-midi à la conjoncture internationale et à la conjoncture politique. Deuxièmement, ces tables rondes seront ouvertes par une illustration tirée de l'excellente étude réalisée par l'INSEAD qui vous a été remise dans les dossiers qui sont devant vous et que viendra nous présenter Ludo van der Eden, que certains d'entre vous connaissent bien, professeur Mubadala de la gouvernance et de la stratégie d'entreprise à l'INSEAD. Troisièmement, nous avons rendez-vous tout au long de la journée avec 4 personnalités exceptionnelles. Dans quelques instants, Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et environnemental, nous accueillera. Puis Angèle Gurria, secrétaire générale de l'OCDE, nous fera partager sa vision de l'économie française et plus encore les recommandations que son organisation fait à notre pays. Et puis, en fin de matinée, j'aurai le plaisir d'interviewer le mathématicien Cédric Villani, médaille Fields 2010. La médaille Fields, comme vous le savez, est l'équivalent du prix de Nobel en mathématiques. Je vous rassure, nous parlerons très peu de mathématiques et beaucoup d'Europe, qui est l'autre grande passion de sa vie. Et puis, en fin de journée, nous recevrons la visite express d'une personnalité politique qui parle beaucoup et fait encore plus parler d'elle, particulièrement depuis ce week-end, puisqu'il s'agit d'Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif. Le redressement, c'est finalement ce à quoi va se résumer le contenu de nos débats, donc cela tombe bien. Enfin, que les habitués des États de la France se rassurent, frère Samuel est aujourd'hui encore parmi nous, au premier rang. Il assistera à l'intégralité de nos débats. Je l'appellerai à l'issue de chacune des tables rondes pour qu'il en réalise la synthèse très personnelle dont il a le secret. Et nous avons prévu en fin de journée que vous puissiez débattre directement avec lui. Au moment de conclure cette brève introduction, je voudrais évidemment vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Ces remerciements, je vous les adresse en mon nom, mais surtout en celui de Denis Herbudaki, le fondateur des États de la France, qui cette année encore, avec le soutien des 5 entreprises partenaires, a réussi à bâtir pour vous, pour nous, ce programme exceptionnel. Et d'ailleurs, je vous demande de l'applaudir. Je souhaiterais vous inviter à prendre une participation particulièrement active à nos discussions. Leur intérêt repose évidemment sur la très grande qualité de nos experts, mais qui se succéderont à cette tribune, mais aussi, et j'allais dire surtout, sur la richesse des débats que nous saurons instaurer entre eux et avec vous. Voilà, cette journée n'a plus de secret pour vous. Je cède donc la parole au président du Conseil économique, social et environnemental, Jean-Paul Delevoye, pour introduire notre journée, non sans l'avoir au préalable remercié très sincèrement pour son hospitalité. Bien, cher Monsieur Herbudaki, merci Monsieur Legendre d'avoir introduit cette journée, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le secrétaire général de l'OCDE. Mesdames et Messieurs, d'abord je
me réjouis au nom de l'ensemble du Conseil économique, social et environnemental de vous accueillir dans ce palais. Ça n'est pas un palais de la République, c'est un palais qui vous appartient. C'était déjà... Et pourquoi je dis cela? Parce que je crois que toute notre journée doit être tournée non seulement sur le besoin d'un choc de compétitivité dont on a beaucoup parlé, mais peut-être aussi d'un choc culturel. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, on a absolument besoin de changer notre regard, de changer peut-être même nos réflexes basés sur nos traditions pour imaginer le monde de demain. Et c'est la raison pour laquelle nous avons peut-être besoin de réfléchir ensemble à ce qui est en train de se construire, quelles sont les opportunités et quels sont les points sur lesquels le Conseil peut éventuellement essayer de vous accompagner. J'ai très clairement fixé 3 objectifs au Conseil économique, social et environnemental. Le premier, c'est la maison du temps long. Il est absolument curieux qu'aujourd'hui, nous sommes en permanence dans une situation où on a l'impression d'être dans une voiture qui va de plus en plus vite avec des phares qui éclairent de moins en moins loin. Et que nos décideurs politiques sont dans l'obnubilation de l'urgence et que l'urgence est en train d'aveugler le moyen terme. Si nous partons d'un principe que la société est en métamorphose, c'est culturellement quelque chose de très compliqué pour nous, car dans notre culture un peu judéo-chrétienne, le futur est la projection du présent. Et pour notre esprit cartésien, c'est relativement confortable puisqu'il s'agit simplement d'essayer de projeter ce que nous connaissons pour essayer de bâtir un futur sécurisant. Or, si la société est en métamorphose, le futur est la contestation de notre présent. Et que le monde dans lequel nous allons nous trouver avec ce changement de communication et de mode d'énergie sera fondamentalement différent. Et donc, aurons-nous l'intelligence, la lucidité pour accepter, nous qui sommes à la tête de structures, qui tirons de cela notre statut, notre rémunération, notre jouissance du pouvoir, serons-nous suffisamment lucides, intelligents et honnêtes pour accepter d'ouvrir un débat qui aura peut-être comme conséquence de remettre en cause la structure qui assure justement notre suprématie? Je disais au président Hollande lorsqu'il est venu ici cette phrase de Winston Churchill: l'homme politique pense à la prochaine élection, l'homme d'État pense à la prochaine génération. La situation dans laquelle nous avons laissé notre planète aujourd'hui donne à notre génération une responsabilité plus lourde encore de savoir nous remettre en cause et d'essayer de bâtir une espérance collective pour une jeunesse qui commence à s'interroger sur le bilan de la dette, le bilan de l'environnement et le bilan des fractures sociales. Nous avons à réfléchir, et j'étais très frappé de voir que dans l'ensemble du monde, les 3 questions politiques qui se posent dans l'ensemble des gouvernements, c'est 1, les impacts sur la démographie, 2, la localisation des lieux de ressources. L'on voit bien qu'il y a aujourd'hui une perturbation sur les systèmes, où se trouve l'endroit où on paye des impôts, où l'on crée de la richesse, où l'on met de la recherche. Et que donc cette disparition des frontières crée une lourde perturbation sur les pouvoirs politiques qui ont souvent basé une espèce d'homothétie entre leur pouvoir politique, leur pouvoir fiscal, leur pouvoir territorial. Et nous voyons que le 3e sujet, qui est peut-être pas le moins compliqué, c'est comment faire vivre ensemble des gens de plus en plus hétérogènes. Le XXIe siècle sera le monde de la diversité, et l'on voit bien que nous risquons d'avoir des réflexes extrêmement suicidaires sur le plan démocratique. Plus il faut penser monde, plus on pensera village, plus il faut penser moyen terme, plus on pensera court terme, plus il faut penser collectif, plus on pensera individuel, plus il faut penser partage avec l'autre, plus on pensera racisme d'assiette. Et nous avons là quelque chose qui est tout à fait étonnant et qui est en train d'être analysé par un certain nombre d'observateurs de façon tout à fait intéressante. C'est que toutes nos équations sur lesquelles nous avons basé nos raisonnements doivent être aujourd'hui revisitées. Est-ce que la croissance va tuer la dette ou la dette va tuer la croissance? Vrai débat au sein de l'Europe. Et l'on voit bien qu'il y a un certain nombre d'évolutions au point qu'on en revient à quelque chose de bon sens et qu'effectivement la Grèce ne pourra pas payer sa dette et que peut-être faudra-t-il l'effacer et que l'on puisse avoir cette notion du moyen terme qui fait que si, dans le court terme, l'effacement de la dette peut créer de grandes perturbations, dans le moyen terme, c'est peut-être quelque chose qui peut nous amener à une relative avancée. J'étais très frappé aussi par l'évolution des Français, qui considéraient l'entreprise comme un porteur de cohésion sociale et qui aujourd'hui sont en train de changer le paradigme et demandent à l'entreprise d'être particulièrement efficace sur le plan économique. On voit bien que la notion de compétitivité est rentrée aujourd'hui dans les conscients collectifs, au point qu'ici même, les 18 groupes qui représentent la totalité des organisations syndicales, la totalité des organisations patronales, les écologistes, les environnementalistes, les jeunes, ont tous voté à l'unanimité un rapport sur la compétitivité. Certes, avec des réponses différentes,
Mais chacun se rend compte aujourd'hui que l'entreprendre est un facteur de sécurité de notre bien-être. Par contre, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Y a-t-il un décrochage entre la performance économique et la performance sociétale? Et je crois qu'aujourd'hui, le modèle de développement occidental, qui augmente un certain nombre de fractures, je vois que vous évoquez cela dans un certain nombre de vos chantiers, est un vrai sujet. Peut-on créer un système économique stable et durable sur la désespérance des hommes et sur la dégradation des ressources environnementales? La réponse est non. Car l'on voit bien que si le système met les gens dans ce type de désespérance, il n'y aura que deux solutions pour eux, se détruire ou détruire le système. Et donc nous pourrions nourrir des phénomènes de violence que nous ne pourrions absolument pas mesurer. Et c'est un schéma tout à fait intéressant, parce que si nous pensons que nos sociétés se construisent sur trois très grands sentiments, les espérances, les peurs et les humiliations, l'on voit bien que nous vivons une période tout à fait particulière où les espérances collectives ont disparu. L'espérance communiste a disparu avec la chute du mur de Berlin, l'espérance libérale a disparu avec la chute de Lehman Brothers, l'espérance religieuse est souvent fragilisée par l'avancée des sciences ou le poids des intégrismes, et les espérances politiques font qu'aujourd'hui les politiques apparaissent plus comme des stratèges pour conquérir un pouvoir que mettre leur pouvoir au service d'un projet de société. Et qu'en l'absence de ces espérances collectives, que l'on retrouve d'ailleurs au niveau des entreprises, les salariés raisonnent à l'espérance du projet de l'entreprise. Et l'on s'aperçoit que quand il n'y a plus d'espérance, il y a la gestion des peurs et des humiliations. Et l'on voit bien que des peuples humiliés, comme le printemps arabe, se sont révoltés sans leader, sans slogan, avec un mouvement spontané de coalition de toutes celles et ceux qui partageaient ce sentiment d'humiliation. Et au moment où le progrès fait reculer les limites du possible, on touche tous les jours la limite de l'intolérable du comportement des hommes par la violence de ceux-ci. L'on voit ce qui se passe en Syrie. Et c'est vrai que ce monde n'a jamais été aussi instable. Vous aviez raison, M. Legendre, d'indiquer que d'ici la fin de l'année, il faut que M. Barack Obama, avec les Républicains, fasse sauter le mur. Sinon, nous risquons d'avoir des phénomènes de récession. Mais c'est vrai aussi qu'aux États-Unis, la masse monétaire ne crée plus forcément le PIB. Et que lorsqu'on achète 500 milliards de dollars d'obligations, on n'a pas forcément la relation directe de la théorie keynésienne par l'augmentation des PIB. Et l'on voit bien qu'en Chine, la Chine a investi 15% de son PIB dans l'immobilier, alors que les États-Unis ont explosé sur les subprimes avec 9% et l'Espagne avec 12%. Et qu'il va donc y avoir un problème d'ajustement financier. Et l'on voit bien que l'Europe aujourd'hui est en train de se fragmenter entre une Europe du Nord, qui autour de l'Allemagne et de l'industrie a 1800 milliards d'excédents, et l'Europe du Sud, qui autour de la France et des services, a 1500 milliards de dettes. Et que le vrai sujet aujourd'hui de l'Europe, c'est est-ce que les politiques accepteront l'idée que ne pouvant pas, dans la zone euro, ajuster leur performance ou leur non-performance économique par une dévaluation monétaire, seront-ils contraints à faire des dévaluations sociales pour rééquilibrer ce genre de choses? Ce que les peuples n'accepteront pas, car une des données politiques nouvelles qui vient de rentrer, ce n'est pas la réussite économique. La mondialisation a réduit l'écart des PIB moyens entre les pays, mais a augmenté l'écart de richesse à l'intérieur de chaque pays. Jusqu'où les peuples accepteront-ils ce type d'inégalité? Et c'est une question tout à fait intéressante parce que à chaque fois que dans l'histoire, c'est joint ces deux phénomènes de la perception juste ou injuste d'un développement des inégalités et de la perception juste ou injuste d'un défaut de représentativité de l'élite politique, à chaque fois que ces deux facteurs se sont réunis, la porte s'est ouverte sur le populisme ou l'extrémisme. Et si le XXe siècle a été le siècle des nationalismes, attention à ce que le XXIe siècle ne soit pas le siècle des populismes. Et vous évoquez aujourd'hui un certain nombre de slogans qui quelquefois résonnent dans l'opinion, même s'ils sont rationnellement suicidaires sur le court terme. Et donc nous devons être attentifs aujourd'hui à comment réconcilier cette formidable performance économique, cette notion du progrès qui là aussi nécessite une inversion culturelle française, où notre peuple considère aujourd'hui le progrès comme facteur de risque et non pas comme facteur d'opportunité. Et nous devons être attentifs à retrouver cette envie d'entreprendre. Et en France, on voit bien aujourd'hui le fait que si l'Allemagne est forte sur le respect des process, l'Angleterre excellente sur l'exigence des résultats, la France, son génie, c'est la créativité et l'idée. Et nous devons avoir une inversion culturelle à laquelle nous travaillons. Comment faire en sorte que nous mettions les Français non pas face à leurs échecs, mais à leurs potentialités. Et la question politique majeure que nous ne cessons de poser ici, c'est qu'est-ce qui doit être mis pour que l'ensemble des jeunes du monde aient envie d'apprendre en France et que les investisseurs aient envie d'investir en France.
Et ce sujet, sur cet nécessaire environnement d'un bien-être social et d'un bien-être économique, est probablement un des enjeux de société les plus intéressants. Et là, il faut que nous aidions les politiques, car très souvent, je suis frappé de voir que cette dictature du court terme se fait que le politique préfère gagner un électeur même s'il perd un citoyen. Nous avons besoin d'aider les politiques à apporter les bonnes réponses, peut-être en les aidant à se poser les bonnes questions. Elie Wiesel, je me souviens, je l'ai souvent répété, disait, lorsque je rentrais de classe, ma mère ne me disait jamais « Est-ce que tu as bien répondu ?» Elle me disait toujours « Est-ce que tu as posé la bonne question ?» Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, le politique préfère le confort des réponses à l'inconfort des questions. C'est vrai au niveau européen, c'est vrai au niveau national. Et le débat que vous allez avoir aujourd'hui est un débat extrêmement important, car le regard que vous portez est un regard qui doit réduire effectivement le fossé entre la perception, l'idéal, ce que l'on voudrait et la réalité. Très souvent, nous fuyons la réalité. Et le regard que vous portez doit être un regard sans concession, sans complaisance, mais aussi sans pessimisme. Il est évident que dans la crise, il y a en même temps, évidemment, une situation de souffrance et il y a aussi la solution. Et que nous devons probablement avoir cette capacité de réfléchir à l'évolution de notre pensée française, qui est une pensée orgueilleuse, bonapartiste, qui consiste à dire qu'il faut franchir le pont d'Arcole, détruire l'adversaire, on est à moitié mort mais on est content. Vers une pensée confuséenne, c'est quel est le conditionnement dans lequel nous devons mettre nos soldats pour qu'ils soient convaincus de gagner, et à ce moment-là, les lâches deviendront braves. S'ils sont convaincus de perdre, les braves deviendront lâches. Et nous avons donc une gestion psychologique, tant sur la capacité d'investir, parce qu'il faut avoir confiance, et nous devons aussi aider le politique à avoir une vision. Sans vision, pas de projet, sans projet, pas de stabilité, sans stabilité, pas d'adhésion et pas de responsabilisation. Et je crois qu'aujourd'hui, la fin du système dans lequel nous sommes nous pose un certain nombre de questions, non pas de la destruction du système, mais de son évolution. Et je crois beaucoup, grâce à votre regard, grâce à votre apport, à ce que la France, qui a des atouts considérables, mais qui souvent les ignore, qui a souvent la tendance de pouvoir privilégier le confort du court terme, cette espèce de nostalgie du passé, doit retrouver le goût de l'aventure, le goût d'entreprise, en acceptant cette formidable fertilité du terrain à laquelle nous assistons. Avec cette économie de l'immatériel, nous avons perdu 500 000 emplois industriels, mais nous en avons gagné 750 000 sur l'économie par le numérique. Et je crois que la France peut avoir ces réflexes qui l'ont souvent, comme le disait le général de Gaulle, la France, toujours perclue de combats, de douleurs, mais grande dans l'effort à relever les défis qui lui paraissent insupportables. La France est grande quand elle défend des causes, elle est petite quand elle défend des intérêts. Et aujourd'hui, l'on voit bien que la notion de la cause européenne doit être aujourd'hui complètement intégrée. Comment aider les politiques à avoir ce souffle européen qui est d'autant plus nécessaire, non pas pour l'avenir de la France, mais pour la régulation du monde, car le problème n'est pas un problème de gauche ou un problème de droite, c'est un problème de régulation du monde. Et l'on voit bien que ce monde, qui va connaître un défi alimentaire redoutable avec ses 9 milliards d'individus, qui va relever un défi formidable avec l'énergie, nous sommes ici en train d'entreprendre un certain nombre de sujets sur croissance et énergie, croissance et bien-être social, et le regard que nous devons porter sur une Europe à croissance faible, là aussi c'est un formidable défi politique. Comment à croissance faible pouvons-nous être aussi heureux qu'avec une période de croissance forte? Il faut revoir nos financements de protection sociale, il faut revoir notre regard sur la pauvreté, regard sur l'activité, regard sur les biens non matériels. Nous avons créé l'illusion de croire que le bonheur des gens passait par l'acquisition du matériel. Nous allons rentrer dans une société non plus d'acquisition mais d'usage. Quand on est dans une croissance à 2%, le pouvoir d'achat augmente en 70 ans. À 4%, il augmente en 20 ans. Et donc on voit bien que la génération qui monte ne sera plus une gestion patrimoniale, mais une gestion d'usage. Et ce qui est important, c'est le bien-être. Le bien-être social et peut-être passer de la performance à l'épanouissement, qui est peut-être la garantie de résultats. Donc nous sommes aujourd'hui les uns et les autres sur ces chantiers au sein du Conseil économique, social et environnemental, avec cette vision du temps long qui pose les questions de savoir ce qui peut remettre en cause la stabilité d'une société si les sujets ne sont pas abordés. Et certains sujets ne peuvent plus être abordés sur le plan politique. L'Europe a besoin de 50 millions de populations étrangères d'ici 2050 pour équilibrer sa population active. Aucun système démocratique ne peut aborder le problème de l'immigration, de l'intégration, de la diversité culturelle. Nous allons l'aborder. Et nous allons essayer de faire en sorte de pouvoir apporter aux politiques les conditions d'une bonne décision politique. C'est la problématique de l'éducation.
150 000 jeunes au chômage, en échec scolaire tous les ans, 10 ans, 1 500 000. Chômage des non-diplômés, c'est passé de 11 à 52%, 750 000 jeunes qui sont livrés ainsi à la capacité de pouvoir trouver un emploi dans l'économie marchande. C'est un formidable échec, d'autant plus douloureux que lorsque l'on voit les écoles de la seconde chance rattraper tous celles et ceux qui sont en échec pour les remettre en réussite, il y a donc là une vraie révolution culturelle. Nous n'avons pas à gérer une difficulté, nous avons à accompagner une personne à surmonter une difficulté. Et plutôt que de croire à certains mythes qui aujourd'hui explosent sur le poids des réalités, la mixité sociale a explosé, car nous voyons la concentration des échecs et l'évasion de la réussite. L'égalité des chances a explosé, parce que ceux qui ont le plus de mérite sont celles et ceux qui, généralement, ont les conditionnements sociaux les plus favorables. Nous devons réfléchir à l'égalité des parcours. Et donc, c'est un moment tout à fait intéressant où l'intelligence de l'homme n'est pas de se réjouir du malheur et de faire en sorte qu'il puisse tirer une jouissance, souvent intellectuellement prisée en France, de pleurer sur nos détresses, mais au contraire d'apporter notre plus-value pour trouver des solutions d'une nouvelle équation. Et je crois que le colloque auquel vous nous invitez sur comment concilier croissance et rigueur, c'est-à-dire en fin de compte croissance et dette, croissance et bien-être social est un sujet fondamental. La stabilité de l'implantation sur vos territoires, c'est l'apaisement des peuples. Apaiser les marchés, c'est important. Apaiser les peuples, c'est mieux. Et les apaiser, c'est là où on ne pourra pas construire d'espérance collective sur des désespérances individuelles. Et nous avons absolument besoin de réfléchir à la résilience sociétale. Comment la société japonaise peut se reconstruire après l'échec de Fukushima? Comment la société norvégienne peut se reconstruire après avoir découvert qu'en son sein, elle a nourri Breivik, un meurtrier absolument horrible? Comment la société occidentale peut-être et européenne peut-elle se reconstruire après un déclin ou un déclin relatif, puisque l'OCDE indique qu'en 2060, l'Inde et la Chine pèseront comme 50 pays européens. Et donc tous ces sujets-là frappent plus directement la France. Et l'on voit bien que donc de cette résilience, il faudra que nous passions d'un système de cohésion sociale où l'on soulageait nos consciences en attribuant une compensation à celles et ceux qu'on excluait, à un système d'inclusion, de vitalité sociale et de proximité. Et là, les implantations d'entreprises fait qu'effectivement, nous aurons besoin d'avoir des salariés en quête de sens pour leur travail, mais aussi en quête de sens par leur investissement sur leur bien-être territorial et citoyen. Et ce genre de valorisation de l'épanouissement d'un homme qui fait qu'au moment donné où la science donne du temps à notre vie, la vraie réflexion, c'est de donner de la vie à notre temps, sur le lieu de travail et sur son lieu de sociabilité. Et je voudrais indiquer que le monde, aujourd'hui, a absolument besoin de ces perspectives, sinon nous risquons d'avoir aujourd'hui, c'est vrai que nous pourrions très bien imaginer que dans le premier semestre 2013, formidable tension et peut-être conflit au Moyen-Orient, explosion des prix des matières premières, mais en même temps, l'on voit qu'il convient aujourd'hui, plus que jamais, de se poser un certain nombre de questions à long et moyen terme. Un exemple, lorsque nous avons mis la croissance et l'énergie au cœur de notre réflexion ici, l'on voit bien que la maîtrise de l'énergie du gaz de schiste par les États-Unis fait baisser considérablement cela, et nous voyons émerger des craqueurs chimiques, nous voyons cela aussi au Moyen-Orient, et une des questions, c'est y a-t-il un avenir pour l'industrie chimique en Europe? Et nous voyons bien que toutes ces questions, lorsqu'elles sont posées avec une vision relative mondiale, permettent peut-être d'éclairer le débat politique qui consistera à ce moment-là à se poser non plus la question de savoir comment j'évite de perdre les élections ou comment je bats le camp d'en face, mais peut-être comment je construis une espérance collective qui peut m'assurer une stabilité politique. Bonne journée à tous. Merci Monsieur le Président. Nous ne pouvions pas rêver de feuilles de route plus précises, plus complètes pour les débats qui vont suivre au long de cette journée. Nous sommes heureux aussi de constater que cette journée rejoint assez intimement les travaux, ces fameux travaux du temps long qu'accueille ce palais sous votre présidence à la fois très, très ouverte et très inspirée. J'appelle maintenant Peter Zemski, le vice-doyen de l'INSEAD, à qui revient l'honneur d'ouvrir officiellement cette 7e édition des États de la France. Peter Zemski et l'INSEAD sont notre partenaire maintenant depuis de longues années. Monsieur le Président du Conseil,
Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous dans le cadre de la 7e édition des États de la France, parrainée par l'INSEAD, the Business School for the World. Permettez-moi de remercier Denis Urvodaki pour nous avoir permis de poursuivre cette passionnante aventure pour la 3e année. Ces États sont également l'occasion pour l'INSEAD de souligner son capital intellectuel et le caractère innovant de sa recherche. Cette manifestation a pour objet de promouvoir une France qui gagne et qui attire les talents du monde entier. La France est émergée dans un monde en pleine transformation. Elle se doit d'engager des réformes pour continuer à être nourrie par les investissements internationaux. Dans une économie globalisée, sa performance est aussi largement tributaire du dynamisme des autres économies et donc de l'état du monde. Plus de 600 dirigeants ont répondu à un questionnaire original de l'INSEAD et abordant une question fondamentale. Comment concilier compétitivité et justice? S'appuyant sur les réponses à cette question, les professeurs Ludo van der Heyden et Bruno Lavin ont conçu une étude mondiale qui alimentera les débats d'aujourd'hui. Nous aimerions, à travers cette étude, convaincre les Français qu'ils ont tous les talents pour réussir et pour sortir grandis de la crise. La France, qui est l'un des pays fondateurs de l'Union européenne, joue un rôle majeur en Europe et dans le monde. L'image qu'elle projette d'elle-même à l'étranger, et notamment auprès des communautés d'affaires, est déterminante pour son attractivité. C'est important pour la France, pour l'Europe et pour l'INSEAD. L'INSEAD est né il y a 50 ans d'une vision de Français qui se sont penchés sur l'avenir de l'Europe, tels que Georges Doriot, Olivier Giscard d'Estaing et Claude Jansin, tous deux présents parmi nous aujourd'hui. Les racines de l'INSEAD sont avant tout françaises, mais nous avons pris très tôt la décision de sortir des frontières de l'Europe et d'implanter nos campus à Singapour et à Abu Dhabi. Ces campus reçoivent chaque année des milliers d'étudiants majoritairement étrangers qui en accèdent aux commandes de grandes multinationales, deviennent aussi, comme vous tous ici, des ambassadeurs de la France et des observateurs attentifs de ce qui se passe dans notre pays. À l'instar de la France, l'INSEAD se doit de rester une institution innovante et créatrice de valeur ajoutée. Dans cet esprit que nous venons de lancer un centre de recherche sur la compétitivité en France et en Europe, destiné à aider les entreprises à mieux s'intégrer dans le marché mondial. C'est dans le même esprit que nous avons décidé de nous associer aux États de la France et de contribuer à la réflexion menée sur la capacité de la France à rester une terre d'élection pour l'investissement international. I wish you all an excellent day, rich in debate and fertile in your conclusions. Merci beaucoup.